Salut les girls, salut peut-être les boys, mais je pense que ma communauté, qui commence un petit peu à grow up, est plus des girls. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me fait bouillir, je crois. Un sujet vraiment qui m'énerve, c'est le regard des anciens sur nous au travail. Donc en gros, la Gen Z au travail. Gen Z qui est les générations nées entre 90 et 2010. Donc je suis totalement dans le lot vu que je suis née en 2003. Donc nous sommes une génération complètement décriée. Euh, on est bien d'accord qu'on est un peu vu comme une génération de flemmards, une génération qui va pas au travail, une génération, enfin je sais pas vous, mais je sais que moi j'ai déjà fait des jobs, que ce soit des jobs d'été ou on va dire un vrai travail comme ils aiment bien dire dans la vraie vie, où en fait ils n'hésitent pas à nous dire en face, oui, mais souvent votre génération elle est un peu, enfin je les vois bien les jeunes, hein, comment ils sont, ils disent plus bonjour et puis on les voit pas travailler, ils se plaignent de pas avoir de travail, mais ils en cherchent pas. Après, il y a que toi, hein, je vois bien que toi tu sors du lot de ta génération. Ça, c'est leur phrase préférée. Je suppose que vous avez déjà dû entendre ce genre de phrase. Ça m'exaspère. Donc moi, dès que j'ai ça en face de moi, je suis en mode révolte. Je dis mais non, mais arrêtez de croire ce que vous voyez à la télé. En 2026, c'est super dur de trouver du travail. Eux, à leur époque, comme ils aiment bien dire, ils n'avaient pas cette difficulté. Comme ils disent, tu sors dans la rue, tu avais un job. Maintenant, c'est pas du tout aussi simple. Ce truc de génération de flemmards, de on connaît pas la vraie vie, en fait, moi, je trouve juste que nous, on veut juste pas porter les complexes que eux ont voulu porter, ont accepté de porter, en fait. Je veux dire, on a vraiment ce truc de on nous rabâche qu'il faut travailler encore et encore et encore. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Dans cette même vibe, il y a le truc de se faire humilier, se faire abaisser, se faire insulter. C'est normal. Et l'excuse qu'on nous donne si on se plaint, enfin, dans l'idée dans laquelle on se plaint pas, juste si on fait une tête un peu de saoulé par exemple, il y a ce truc de mais en fait tout le monde passe par là en fait. Non mais c'est bien, enfin passe par là si tu veux. Moi j'ai pas envie de passer par là en fait. Enfin, je suis pas venue au travail pour souffrir. Je suis pas venue au travail pour avoir la boule au ventre. Je suis pas venue au travail pour avoir juste qu'une envie, c'est de rentrer. Je vais passer je sais pas combien d'années à faire un 35 heures, 39 heures au travail. Pourquoi? Pour me faire traiter comme ça? Non. Non, c'est bon. Enfin, comme exemple, typiquement, je pense que vous avez dû déjà l'entendre, mais ce truc de soit c'est tes parents qui le disent, soit c'est des amis de tes parents, soit c'est dans ton taf et c'est des gens qui ont, je sais pas, entre 40 et 60 ans, qui aiment bien prouver et dire mais moi, en 25 ans de carrière dans cette entreprise, j'ai pris un arrêt de travail. Enfin, ce truc-là. J'ai pris un seul arrêt de travail. Eh, oh, doucement, genre vraiment doucement. Genre les arrêts de travail, c'est fait pourquoi? Pour s'arrêter quand on est malade. Voilà, simple. Donc ce truc de vouloir prouver que même quand t'as la grippe, que t'es là, t'es malade, tu vas au travail, non mais c'est bon. En fait c'est bon. C'est un truc pareil qui m'énerve, ce truc de vouloir prouver, parce que toi, dès qu'en fait t'es malade, si tu prends ton arrêt maladie, ça veut dire que t'as un petit rhume, alors que tu tapes une grippe, hein. Mais ils t'ont vu te tousser la veille et un peu te moucher, et là ils se disent ah ben non, mais ce petit jeune il en fait des caisses, c'est bon, moi je vais au travail. Enfin, mais c'est bien, mais c'est super pour toi. Mais moi en fait c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux faire. Je suis pas bien, je rentre. Et je trouve que c'est vraiment le choc des mondes. Par exemple, mon copain et moi, on a beaucoup travaillé dans des grandes surfaces type Super U, Normal, Zara, Intermarché, des trucs un peu comme ça, vous savez. Et en gros, c'est des métiers qui sont quand même très physiques. Même mentalement, c'est dur parce que bah, la clientèle, elle n'est pas toujours sympa. Et les managers te mettent beaucoup la pression parce que eux-mêmes ont la pression d'au-dessus. Donc, c'est pas simple. Et tu vois, quand tu travailles dans ce genre de choses, en tout cas, euh, de mon, de mon vécu, les adultes de ta famille sont plus en mode ah, c'est des petits jobs. Le terme petit job, là, ce petit mot-là, job, petit job, c'est souvent, vous allez me dire oui, mais c'est comme ça qu'ils parlent, c'est comme ça qu'ils appellent un travail. Non. Eux, quand ils vont au travail, on leur dit pas je vais au job ou t'as un petit job ou non. Eux, c'est leur travail. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a ce truc un peu dénigrant, un peu collectif, de dire que de toute façon, tout le monde doit passer par là, que les petits jobs, bah oui, bah, c'est bon, voilà, c'est comme ça, c'est la jeunesse. Non. Ça, pareil, je trouve qu'il faut arrêter de. Je dis pas que. Je sais pas comment expliquer. En fait, je trouve qu'il faut arrêter de vouloir rabaisser nos ressentis. Parce qu'on n'a pas vécu
Bon, pour les anciens, ça peut être l'après-guerre ou la guerre, peu importe. Là, je pars vraiment loin, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour, je sais pas, nos grands-parents ou nos parents, ça peut être encore autre chose. En fait, vu qu'on n'a pas vécu à leur époque, ils estiment que forcément leur époque, elle est plus dure. Mais si on part en termes de comparaison, on est fini, en fait. Enfin, plus personne, il y aura plus d'entraide entre générations, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que c'est déjà en train de se passer. Je m'éloigne un peu du sujet, mais vous voyez un peu ce que je veux dire dans ce truc de job, tac, c'est ton truc, c'est pas grave, tu te fais chier dessus, mais non, c'est la vie. Ouah, stop. Franchement, non, non. En fait, vous voyez, un peu, j'ai vraiment la haine, en fait. C'est pour ça que j'arrive à débiter, à débiter, à débiter. Mais bon, je vais un peu me... Ça va aller, ça va aller. Ce qui m'énerve vraiment le plus et ce qui me tend, en fait, vraiment au plus profond de mon âme, c'est les dictons. C'était mieux à mon époque. C'était mieux avant. Moi, à mon époque. Vous, les jeunes, c'était plus que c'était. Enfin, tous ces trucs-là. Je veux prouver que moi. Enfin, en fait, genre, non. Genre, c'est juste fatigant. Et en plus, ils aident même pas à la cause de. En fait, ils n'arrivent même pas à servir leur propre cause. Vous voyez ce que je veux dire? Même dans leur propre taf. Donc, ouais, moi, ça me gave. Après, enfin, je veux dire, enfin, je vais avoir 23 ans cette année. Au bout d'un moment, j'arrête de aussi prendre à cœur. C'est juste, des fois, quand je repense à ce genre de trucs, tu vois, je suis vraiment comme ça, quoi. Donc là, on était vraiment dans un peu le choc des mondes. Vous voyez, les vieux vs les jeunes. Et là, on va vraiment aller dans l'héritage. Qu'est-ce qu'ils nous ont un peu laissé? Comment ça se trame? Donc, moi, je trouve que pour reprendre un peu depuis un peu le début, enfin, c'est mon analyse, euh, je trouve que ça part vraiment de ce truc de la pression du métier futur. Je trouve qu'il y a trop ce truc, en tout cas au sein des gens que j'ai fréquentés, ou voilà, je ne fais pas une généralité, mais tu veux faire quoi quand tu seras grande? Cette question, genre, tu vois, c'est un peu mignon quand t'es petit, voilà, on te pose cette question, même moi je demande ça à mes sœurs, je suis en mode tu veux faire quoi? Mais c'est vrai que je trouve que c'est limite un peu le début de la graine de la pression. Dans le sens où, en fait, tu commences à dire ce que tu aimerais faire, par exemple. Quand tu es petit et que tu dis je vais être coiffeuse ou tu veux être plombier, par exemple, c'est mignon en vrai. En vrai, c'est mignon. Mais quand tu grandis et que, genre, je sais pas, à 13-14 ans, tu dis je vais être coiffeuse, je vais être plombier, généralement, des fois, au sein des familles, ça, c'est un petit hic, tu vois ce que je veux dire? Tout dépend, hein. Mais il y a quand même ce truc un peu générationnel, plus sociétal, de ouais, mais tu sais, ce genre de métier, ça gagne pas bien. Enfin, tu vois, il y a ce truc vraiment qui va avec de mais tu vas pas finir comme ça. Finir comme ça. Finir comme ça. Finir comme ça. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est-à-dire finir comme ça. C'est-à-dire que, tu vois, enfin, je comprends pas en fait. Pourquoi il y a ce truc de pression là de fou? Stop! Calme. Et donc, je trouve que cette pression de tu veux faire quoi quand tu seras grande, elle se traduit aussi, pas que au niveau de l'entourage, de la société, ça se traduit aussi à l'école. Je sais pas toi, mais tu sais, tu as pu avoir un petit formulaire à remplir en primaire, bon, soit ça peut être sympa et drôle, et ensuite tu dois le re-remplir au collège. Parce qu'au collège, qu'est-ce qui arrive? Les petits forums, là, des métiers. Là. Parce que dès le collège, on te bourre le crâne, on te dit, mais Parcoursup, mais le bac, non, il faut savoir maintenant. Ça, c'est une horreur. Je trouve que ça, il n'y a pas plus frustrant et déstabilisant pour des enfants, parce qu'en fait, au collège, on est juste des enfants, on n'est pas des pré... Enfin, on peut être des pré-ados, mais je veux dire, on n'a pas du tout conscience de ce qui nous attend après, et on est déjà là à nous bourrer le crâne sur le fait qu'il faut décider maintenant, parce que si tu sais pas maintenant, ça va être difficile. Autre chose euh, sur lequel je veux appuyer, c'est sur les plans B. Je sais que moi, ça a beaucoup été un gros sujet, en tout cas au sein de ma famille, les plans B. Parce que moi, du coup, je voulais faire médecine. Évidemment, j'ai échoué. Pas évidemment, genre juste j'ai échoué en fait. Et du coup, il fallait trouver un plan B. Ce truc aussi de plan B. Mais si quelqu'un veut faire un truc, déjà laisse-le rêver en fait. Pourquoi tu veux forcément lui dire, enfin, je comprends ce truc en fait de dire oui, tu sais que tu peux ne pas y arriver, ce serait peut-être possible de penser à un plan B, soit. Mais de vouloir en fait toujours bourrer le crâne en disant plan B, plan B, plan B, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc pour reprendre, on a le collège où on est là, on nous met déjà la pression avec les forums, avec déjà on nous engraine avec le fait qu'il va y avoir le lycée, qu'il va falloir décider. Donc avant il y avait vous savez les filières SL, ES. Ensuite on a enlevé les filières pour mettre des spécialités qui globalement sont plus ou moins pareilles. Ça dépend comment on le voit. Moi, je trouve que c'est plus ou moins pareil. Parce qu'en fait, pour accéder à de la psycho ou à une prépa de maths en soi,
En fait, c'est les matières vraiment classifiées. Je veux dire, on peut pas forcément sortir de son truc. Voilà. Donc voilà, on arrive au lycée. Et donc là, on a Parcoursup, pareil, qui nous remet dans ce truc de il faut faire donc un tel nombre de vœux. Je crois que c'est une dizaine de vœux. Et ensuite, on est lancé comme ça dans la nature, dans des filières plus ou moins qui nous plaisent. Bref, finito. Là, c'est vrai que je me suis un peu éloignée, mais on va fermer cette parenthèse. Pour revenir au sujet qui est la Gen Z au travail. Ce qui vient avec ce que je viens de dire, donc cette pression qui vient de part et d'autre, c'est, comment dire, ce sentiment de ne pas faire assez. Parce que tu as et donc ton entourage, comme j'ai dit, sociétal, familial, professionnel, et tu as les réseaux sociaux. Pareil, j'y reviens, mais pareil, moi je sais que les réseaux sociaux, ils vont beaucoup aussi insuffler ce truc de tu vas avoir 23 ans et t'as pas fait ça, t'as que ça, t'as raté ça, mais tu fais quoi? Enfin, ce truc-là, tu vois. Et donc, ce truc de pas faire assez, en fait, ça nous englobe, en fait. On est là et en fait, on fait déjà, donc, si on fait un métier à temps plein, donc entre 35 et 39 heures par semaine, enfin, désolé, mais c'est énorme. Quand je dis que c'est énorme, j'englobe donc la pause midi qui généralement se passe au travail. Je parle du trajet pour aller au travail. Donc, tu es déjà sur une journée, tu vois, plus ou moins de peut-être ça peut aller jusqu'à 9 heures. Et encore, je suis gentille, tout dépend si votre taf il est plus ou moins loin de chez vous, tu vois. Donc déjà, tu as 9 heures de ta journée où t'es pas chez toi. Genre déjà, voilà. Et en plus, on veut te faire ingérer que ce que tu fais, c'est jamais assez. Tu vois, je suis en mode, bah non, enfin, au bout d'un moment, stop. Typiquement, moi, j'ai travaillé du coup à Normal. C'était du 6h, 14h, 13h, 21h. Et il arrive qu'un soir à 21h, j'ai terminé, enfin, il est 21h, j'ai terminé ma tâche, donc je veux y aller. Je vais dans le vestiaire pour me changer. J'y vais, mon manager me dit bah, tu fais quoi? Je dis bah, j'ai fini ma tâche, il est 21h, j'y vais. Il dit bah non, moi j'ai pas fini, donc t'attends. Puis tu viens trouver d'autres choses à faire. Hi. Et j'étais en mode, mais voilà, j'ai perdu toutes mes couilles. Hein. J'étais en mode, ouais, bah, parce que j'ai vraiment le choix. Donc j'aurais dû au final dire quelque chose, mais c'est vrai que sur le coup, je sais pas comment expliquer, mais t'es là, t'as pas de mots en fait, et puis t'es stressé, tu te dis que du coup tu fais mauvaise image, mais à la fois ton contrat c'est marqué 21h, enfin tu vois, ce truc-là, c'est bon. C'est vrai que c'est vraiment mal vu. En fait, il y a vraiment ce truc de si tu pars à l'heure à laquelle ton contrat, ta journée se termine, il y a vraiment ce truc de euh, elle se débarrasse, elle a mal fait sa tâche, euh, manque de respect, ça peut aller jusqu'au manque de respect, mais pour qui elle se prend, enfin, je trouve que ça peut aller très loin pour juste un employé qui est payé de telle heure à telle heure et qui juste rentre chez lui. Vous voyez? Après avoir parlé d'héritage, on va parler de la révolte. Parce que c'est aussi pour ça qu'on est un peu soit critiqué, soit dans l'autre sens un peu genre saucé. C'est que nous, apparemment, on insuffle vraiment cette révolte de vouloir faire bouger les choses, changer le monde ou l'univers du travail, entre guillemets. Donc, j'ai plusieurs avis par rapport à ça. Je pense que ça vient en partie du Covid. Le Covid, enfin, je pense que voilà, tout le monde le sait, on en a beaucoup entendu parler, il y a eu beaucoup d'articles, de médias qui en ont parlé. Je pense que ça a vraiment insufflé cette volonté de vouloir penser à soi, ce qui, je pense, est très important et même primordial en fait pour vivre sa vie et pouvoir avoir un minimum de bonheur en fait au sein de son cocon, je sais pas. C'est un avis complètement personnel, mais vous me dire ce que vous en pensez. Euh, En fait, du coup, contexte du Covid, je ne vais pas en faire des caisses, on est tous enfermés chez nous. Tout dépend comment vous vivez le truc. Tu peux te sentir seul, tu peux te sentir. Enfin, nous, c'est vrai que, bon, je parlais vraiment pour ma génération. On est donc en première, on est confinés. Moi, je sais que j'ai plutôt bien vécu. J'ai des copines qui l'ont pas très bien vécu, mais c'est vrai que nous, je pense que vraiment le Covid, ça a vraiment libéré en nous et produit une espèce de réaction au confort. Je ne sais pas si c'est clair, mais dans mon cas, je sais que après avoir vécu le Covid, mais je pense que c'était vraiment inconscient. Hein. Arrivé un peu dans le monde du travail, je me suis rendu compte que moi, je voulais pas passer des heures et des heures au travail. Je voulais pas faire la lèche-queue avec mon boss ou mes collègues, aller boire un coup après, tu vois. Les collègues, c'est les collègues et j'ai pas envie qu'ils viennent dans ma sphère privée. Donc, je pense que ça a vraiment insufflé ce truc de, en vrai, le travail, c'est fait pour travailler. Le reste de mon temps, c'est fait pour profiter.
Et je pense que le Covid a insufflé ça parce que les gens, ils étaient confort, ils étaient chez eux, ils étaient en télétravail, ou alors ils travaillaient plus, tout dépend dans quel corps de métier ils étaient. Donc, il y a vraiment eu ce truc où tu t'es en mode, ouais, bah en fait, pourquoi me casser le cul? Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, je sais bien, mais pourquoi me casser le cul à faire semblant avec quelqu'un alors qu'en soi, bah ça va rien m'apporter. Ça va rien t'apporter d'aller boire un verre avec machin bidule truc. Juste en fait, tu vas être mieux vu dans la boîte, mais pourquoi faire? Enfin, en vrai, pourquoi faire? C'est pas avec eux que tu vas faire des enfants, c'est pas avec eux que tu vas avoir des projets de vie. Enfin, et puis même juste, enfin, on va aller plus loin, mais à ta mort, ils seront pas là. Enfin, je veux dire, ils vont rien t'apporter de fou. Donc, je pense qu'on a eu aussi ce recul de se dire, et puis de voir nos parents en fait. Peut-être que aussi de voir nos parents un peu soulagés par le fait de pas travailler. Est-ce que ça n'a pas aussi en nous enfin, est-ce que ça n'a pas ouvert des portes en nous? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tous nos parents étaient à l'arrêt généralement ou en télétravail, donc c'était beaucoup plus confort. Je sais qu'on les voyait beaucoup moins stressés, parce que beaucoup moins fatigués, parce que pas de, pas besoin de sortir, pas besoin de faire ci, pas besoin de faire ça. Donc, je pense que vraiment, il y a eu cet élan en nous, en fait, où on s'est un peu dit, peut-être collectivement, individuellement, mais en fait, on veut plus ça. Ou on ne veut pas de cette manière, en tout cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien, enfin, c'est les études qui parlent que notre génération, ou les générations un peu plus vieilles que nous, type les trentenaires ou quarantenaires, sont plus enclins à faire des reconversions professionnelles ou à vraiment chercher des postes avec beaucoup plus de télétravail pour plus de flexibilité, plus de confort pour une vie personnelle. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Je trouve que c'est bien en fait aussi d'être dans une société où aussi on peut être individualiste. Après, il faut faire attention, parce que je sais que ça peut vite dégénérer en vraiment de l'égoïsme pur et donc plus de compréhension. Et c'est vrai que avec cet élan de vouloir des métiers plus confortables, je trouve qu'on va vers des métiers où on a de moins en moins de comptes à rendre, plus en plus de flexibilité, euh, peut-être, ça je pourrais pas encore enfin, j'ai rien à prouver, mais je pourrais pas le dire si c'est vraiment vrai, si ça se vérifie ou pas. Mais peut-être qu'on ira peut-être même plus vers des métiers qui gagnent pas forcément beaucoup, mais juste où on a plus de liberté en fait. Où on a des meilleurs horaires de travail, des meilleures conditions de travail, parce que pareil, on parle d'horaire, mais on parle aussi de conditions. Au sein de nos tafs, on n'a pas forcément tous les mêmes privilèges, dans le sens où il y a des tafs, ils vont avoir des salles de sport, il y a d'autres tafs, ils vont avoir une cantine au sein de leur enceinte. Enfin, je veux dire, plein de petits trucs comme ça qui, en fait, mis bout à bout, et bah, vraiment améliorent notre mode de vie au final. Même, on va chercher des tafs où le style vestimentaire n'est pas une obligation. Enfin, travailler en bureau est obligé d'être en costard-cravate ou jupe collant au talon 24 heures sur 24. Genre, c'est relou. En fait, c'est relou. Donc, pourquoi pas venir en open space avec un pull et un jogging et juste, bah, enfin, la personne, elle fait quand même son taf. Je veux dire, en plus, elle est derrière un écran, elle confronte pas de clients, par exemple. Donc, c'est pas grave. Et je trouve qu'il y a vraiment ce truc d'en faire tout un plat. Ça se fait pas, c'est mal vu. Tu peux paraître un peu sale, tu peux paraître un peu négligé. C'est pas beau pour l'image de l'entreprise. Mais quelle image de l'entreprise? Quelle image? En vrai, tu sors pas de ton bureau, t'es là, c'est bon. Là, je parle exclusivement pour les travails, oui, les travails en bureau. Mais pour d'autres tafs, c'est pareil aussi. Enfin, c'est sûr qu'il y a c'est sûr qu'il y a des tafs où des métiers en extérieur, des métiers en usine, tu peux pas venir habillé en claquettes, chaussettes, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'on peut avoir une flexibilité sur ce genre de choses et c'est pas assez présent, je trouve. En fait, on n'est pas paresseux, c'est juste qu'on veut pas euh, que le travail limite notre vie. En fait, on veut pas que ça dirige notre vie et que ça soit le rythme de notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui aide en fait au fait qu'on veuille poser des limites, c'est le fait que nous, en fait, je trouve qu'on est beaucoup plus transparent. Enfin, on peut beaucoup plus parler de nos salaires. Enfin, je sais qu'il y a des générations, des entreprises, ils parlent pas de leur salaire, ils savent pas. Tu vois ce que je veux dire? On peut parler du fait que, par exemple, si on est très fatigué au travail, on peut parler des burn-out, on peut parler de dépression. Enfin, en fait, je trouve qu'on a beaucoup moins de mal à dire ce qu'on ressent, en fait. Et je trouve que ça, c'est top. Également, je trouve qu'on peut aussi parler, qu'on a peut-être plus une voix libératrice aussi pour les autres générations, parce que vu qu'on est plus à l'aise à dire, typiquement, bah, je sais pas, un exemple basique. Tu as un bureau, une chaise, et ta chaise, elle te va pas. Bah, peut-être que tu seras plus enclin à dire à ton bureau, toi, en tant que Gen Z, bah, cette chaise, en vrai, pour faire du 35 heures par semaine, franchement, ça me fait trop mal au dos, faut qu'on change. Plutôt qu'un type qui a 40 ans, il aura peut-être pas les balls de le dire, tu vois.
Alors qu'un mec de 60 ans, lui, il pourra le dire parce qu'il a 60 ans. Vous voyez ce truc? C'est pas parce qu'il a les couilles de le dire, c'est parce que lui, il a 60 ans. Donc, il a le droit. Vous voyez, il a le droit d'avoir ce truc de ouais, mais vous voyez, problème de dos et machin et trucs. Je trouve aussi qu'on arrive à faire la différence entre authenticité et professionnalisme. Dans le sens où nous, on va plus être vrai que plutôt lisser le propos. Typiquement, exemple assez récent, j'ai fait un stage fin d'année dernière et donc mon supérieur m'a demandé si j'avais des choses à faire. De cette manière. Est-ce que tu as des choses à faire, Aïssa? Je lui ai répondu non, là j'avoue que j'ai plus grand chose, donc si vous avez des choses à me donner, n'hésitez pas. En vrai, je dis la vérité. Je lisse un peu le bord, mais je dis la vérité. Je dis pas, non, non, c'est bon, vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. Enfin, je suis en stage, donc je peux bien dire que j'ai plus grand chose à faire. Il s'avère que j'apprends quelques jours plus tard par des collègues que ce que j'ai dit, ça a été pris comme elle fait que se plaindre, elle fait chier celle-là. Ok. Ok? D'accord. Bon, bah, si tu veux, enfin, si quand tu me poses une question et que je réponds à ta question par un oui ou par un non, t'es pas content de la réponse, la pose pas la question. La pose pas. Enfin, tu vois, je t'en mais frère, c'est bon, genre, t'es gênant. En fait, t'es juste gênant. Et pour continuer sur cette lancée, dans ce stage, enfin, j'ai vécu pas mal de discrimination et même au sein de cette entreprise, il y avait beaucoup de discrimination. Et donc, à la fin du stage, mon maître de stage me demande comment ça s'est passé, ce que j'en ai pensé, si je me suis bien sentie. Donc, je lui dis avec gentillesse et détermination qu'en gros, voilà, c'était pas le top du stage. Effectivement, je me suis pas très bien sentie de par des actes plus ou moins discriminatoires. Et en gros, il me répond par la négative en, en me disant non. Il me dit pas d'accord, c'est ton ressenti. Non, non, il me dit que non, c'est pas possible. Évidemment, le type, il a 50 ans, il est blanc. Enfin, vous vous doutez bien qu'il allait pas croire ce que je veux dire. Mais il y a quand même ce truc où, en fait, on légitime pas la parole de qui que ce soit. Et j'espère et j'ai l'impression que nous, notre génération, on sera plus enclin à le faire, en fait, à croire quelqu'un qui dit que qu'il a vécu ça à tel moment, qu'il a entendu ça à son égard. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, moi, je parle pas de ragots que je rapporte. Vous voyez? Je parle de ce que j'ai subi. C'est pas, je dis pas, ah, j'ai vu que machin a dit. Non. J'ai subi, moi, tel ou tel acte. Et ça, c'est non, c'est pas possible. Bah non, Raissa. Bah non. Donc bon. Mais je suis quand même contente d'avoir dit, en fait, ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé. Et même si je sais que ça va pas faire bouger les choses, au moins je sais que moi, bah en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et même si ça leur plaît pas, bah c'est la vérité. En fait, c'est juste la vérité. Donc pour conclure un peu ce petit point révolte, je trouve que nous, on est beaucoup plus enclin à s'écouter en fait. Je pense que vraiment le terme c'est s'écouter. On est plus enclin à pas faire ce que la société voudrait qu'on fasse, mais plus que nous, on a envie de faire en fait. Et je trouve que ça, c'est le départ de tout, en fait. Si tu t'écoutes toi, tu vas forcément avoir une vie beaucoup plus apaisée. Parce qu'en fait, on sait très bien que le travail se répercute sur la vie personnelle. Et donc, si c'est pour avoir une vie professionnelle pourrie, donc une vie personnelle pourrie, enfin, à ce moment-là, l'angoisse, enfin, je sais pas, non? On est un peu dans ce truc de. Enfin, on va continuer l'arc sur la confrontation. On voit bien que moi, du coup, j'ai pu confronter mon précédent manager sur les agissements de cette entreprise. Voilà. Qui, évidemment, ça a été une confrontation à sens unique, puisque, bon, bah non, c'est pas arrivé pour lui. Donc, bon, en fait, voilà, je vais pas en faire tout un plat, c'est comme ça. Pour donner un autre exemple, voilà, je vais repartir sur un autre exemple. J'ai travaillé dans une autre entreprise, une entreprise de sport. Je viens d'arriver dans cette entreprise, etc. Je suis avec, tout de suite, je suis mis avec une personne qui a, je crois, 15-20 ans d'ancienneté dans cette entreprise. Et donc, elle me montre en gros comment faire ci, comment faire ça. Et donc, quand elle me montre un truc, et ben moi, tout de suite, ce qui se passe, c'est que je me dis que la manière qu'elle me propose de faire la chose, elle est peut-être un peu moins rapide que l'idée qui vient de m'arriver. Donc, je lui dis, ah, mais d'ailleurs, pourquoi on fait pas comme ça? Enfin, en plus, je lui dis de manière gentille, je viens d'arriver, je suis pas dans la condescendance, je suis pas dans la confrontation. En plus, je parais peut-être un peu bébête quand je lui dis ça, mais je lui pose simplement la question. Et là, le mur que je me prends, quoi. Mais non, mais on a toujours fait comme ça, mais vous y connaissez rien. Et puis là, on n'a pas le temps d'essayer autrement. Enfin, t'es en mode, mais what the fuck en fait. Enfin, je posais juste une question, genre c'était pas méchant. Et tu dis, ok, j'ai compris l'ambiance, vieux jeu, on doit continuer à faire comme vous avez toujours fait, pas de problème. Et je trouve que ce genre de moment, c'est le genre de moment où on te fait bien comprendre que t'es jeune, t'as pas d'expérience pour les personnes plus ou moins vieilles égale pas de légitimité à donner ton avis, alors que
on peut plus ou moins se dire, bah, pourquoi pas, en vrai, à essayer, ou essayer de ton côté, et on voit ce qui marche le mieux. Non. Et ce truc de t'es jeune, pas de l'expérience, pas de légitimité, c'est tout de suite catégorisé dans le truc de toute façon, tu as tort. Tu as tort. Peu importe, tu as tort. Et en fait, moi, je sais que ce sentiment-là, genre, tant que tu l'as pas un peu déconstruit, genre, tu te sens vraiment comme une merde, quoi. Tu te dis, ok, bon, bah, ok. Soit t'es un peu en colère, soit t'as un peu le sentiment de comme une merde, mais quoi qu'il arrive, c'est des sentiments qui sont pas agréables, en fait. T'es là, t'as un peu aussi ce sentiment de peur parce que tu te dis, ouais, mais du coup, comment elle a interprété le fait que je lui demande gentiment qu'on peut faire peut-être cette technique. Enfin, en fait, c'est un engrenage un peu où c'est fatigant, en fait. Et puis après, tu vois, je trouve qu'il s'étonne que on parte à l'heure, que on veuille des métiers beaucoup plus confortables. Mais en fait, si on est traité de cette manière, il n'y a aucune envie à vouloir rester dans telle ou telle entreprise, en fait. On est juste rabaissé en permanence sur le simple fait qu'on ait moins de 25 ans. Enfin, c'est bon, au bout d'un moment, c'est bon. Et c'est vrai que le constat que je peux faire, c'est que du coup, il y a une difficulté à pouvoir être soi-même et imposer, mais gentiment, hein. Imposer, ça veut pas dire brutalement, mais imposer ses idées à des personnes qui ont vécu des choses qu'elles estiment beaucoup plus légitimes que ce que tu as pu vivre, en fait, ailleurs. Ça se trouve, tu as enchaîné 4 jobs étudiants dans 4 enseignes différentes, donc avec 4 techniques différentes. Du coup, tu as vraiment ce recul. Et du coup, tu sais quelle technique est peut-être potentiellement la plus simple et la plus rapide pour faire une telle tâche. Mais elle, comme ça fait 25 ans qu'elle est dans cette entreprise, ah bah non, elle, ça fait 25 ans, elle a eu un job dans sa vie, elle a toutes les ressources possibles pour savoir quel est le chemin le plus rapide. Mais en fait, non, ça ne se résume pas au temps, mais aussi à l'investissement, à la créativité, au regard neuf aussi, enfin, simplement, en fait. Et je voulais soulever un autre point aussi, moi, qui me fait doucement rigoler, c'est les entretiens dans ce genre d'entreprise un peu, donc que ce soit pour mon stage ou que ce soit dans des entreprises, comme je vous ai dit, Zara, Normal, etc. C'est que pendant les entretiens, il y a souvent ce truc de on est une famille, on est tous, on se serre tous les coudes. Et moi, je trouve, vous allez peut-être dire que je vais loin, hein, mais moi, je trouve que ce truc de on est une famille, je trouve ça limite un peu de la manipulation. Genre, je suis en mode, mais bah non, enfin, genre, on n'est pas une famille, non. Ça va vraiment à la limite du lavage de cerveau, genre. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est très insidieux, mais tu vois, on veut te faire tout de suite passer le message que, attention, on est une famille, on se serre les coudes. Même s'il y a un problème, tu dois soutenir tel, tu dois soutenir tel. Attention, tu vois. Et je trouve qu'ils ne disent pas, ouais, s'il y a tel manager qui a un comportement problématique, il faut le dénoncer, il faut en parler. Non, on te dit à l'entretien, c'est une famille. Donc, t'arrives un peu coincé, en fait. Parce que si tu vois le comportement d'un manager qui a un comportement, on va dire, discriminatoire ou sexiste, à qui tu vas le dire? À qui tu vas le dire? Parce que souvent, les portes sont fermées. Mais non, mais tu sais, c'est pas ça qu'il voulait dire, ou c'est pas de telle manière. Enfin, en fait, voilà. Et moi, c'est un truc, ça vraiment pareil, ça m'énerve. Je l'ai là, en fait. Je l'ai là. Et pour continuer sur ce truc de famille, je trouve que quand tu arrives dans une entreprise, tu vois vite qui sont les lèche-culs, qui sont les gens populaires, qui sont les gens un peu mis de côté. Et tu te dis, ah, putain, sacrée famille quand même. Pour une famille aussi soudée que vous nous le décrivez à l'entretien, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer, quoi. Et si tu oses dire quoi que ce soit, oh bah t'es fini là. Là t'es fini, t'es catégorisé et puis tu peux limite être poussé vers la sortie. Donc franchement, ça donne pas envie en fait. Ça donne pas envie. Donc pour terminer un peu cet arc de la confrontation, en fait on est beaucoup moins dans le paraître et on est beaucoup plus dans l'action. Et les générations d'avant, je trouve qu'elles sont vraiment dans ce truc de cacher en fait. Que de prouver qu'elles travaillent encore plus dur que les autres, de prouver qu'elles sont aimées et adulées par tous les autres collègues, alors qu'en réalité, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités, mais tu peux pas être aimé de tout le monde. Donc nous faire croire qu'en fait, t'es l'élu de l'entreprise, ça suffit en fait. Enfin, personne n'y croit, personne veut y croire. Et, euh, et aussi ce truc qu'on a nous, je trouve qu'en fait, on est plein de vigueur. En fait, on est plein de force. Et, euh, et c'est aussi ça qui nous différencie. Après, est-ce qu'avec le temps, on va pas rentrer dans cet engrenage un peu de, je sais pas, ou est-ce qu'on va pas être un peu aigri au final? Je sais pas, j'espère que non, j'espère qu'on va un peu faire changer les choses. C'est sûr que ça fait peur de se dire que ça se trouve, finalement, nos parents, nos grands-parents, ils sont rentrés comme nous, dans ce genre d'entreprise, plein de force, avec plein de combats, et qu'en fait, ça n'a pas fonctionné. Ou alors, ils ont vite baissé les bras, je sais pas. Je sais pas. Mais peut-être qu'il y a une nuance à trouver dans le sens où est-ce qu'il faut juste pas rentrer plein de force et ressortir plein de force plutôt que de rentrer avec des combats.
Parce qu'en fait, là, j'ai dit le mot combat, mais peut-être que c'est pas le bon mot. Dans le sens où je pense qu'il faut pas aller dans une entreprise pour combattre le système. Moi, je pense juste qu'il faut juste s'assumer soi-même et ça va forcément un peu mettre des graines parce que ça va pas changer le cours du truc, tu vois. Parce qu'ils sont toujours. Enfin là, les managers, ils ont entre, je sais pas, 40 et 62 ans, tu vois. Donc c'est pas demain que ça va changer. Mais en mettant un peu d'une autre, de dire ça non, pourquoi, juste des fois en posant des questions, genre type pourquoi, parce que même le pourquoi, je trouve qu'on n'a pas, c'est un peu compliqué à poser. Mais voilà, en insufflant un peu des petites pensées, ça va planter des graines et ça va peut-être aider donc les générations qui sont plus jeunes que nous aussi. Parce qu'il faut aussi penser à ça, et ce que font pas, je trouve, les anciennes générations. Je trouve qu'on veut trop nous bourrer le crâne à il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais tu vas pas y arriver si tu fais de telle manière, c'est pas comme ça qu'on fait, on n'a jamais fait comme ça. Non, juste laisse-moi faire à ma manière. Je te montre juste que je vais y arriver, mais d'une manière différente. Mais je vais y arriver. Et pour conclure cet épisode, il y a deux choses qu'on peut essayer de faire, ou il y a deux choses à faire dans cette société où on peut l'interpréter, le dire, le voir comme on veut, mais il faut redéfinir le mot réussir parce que la réussite, ça embaume et ça entache tout ce processus de la vie professionnelle. Et il faut aussi plus écouter la jeunesse. La jeunesse, c'est un terme de vieux, mais c'est vrai. Typiquement, quand tu arrives dans une nouvelle entreprise, aussi ce qui est bien et ce qu'ils recherchent quand ils recrutent une nouvelle personne, c'est le regard neuf, la nouveauté. Parce que des fois, quand tu es trop dans ton truc, tu vois pas le problème. Mais pourquoi nous, en tant que jeunes, sachant que du coup on est nouveau, pourquoi on ne vient pas nous chercher? Pourquoi on ne nous dit pas, avec ton regard nouveau, donne-nous des idées, tu vois? Et je trouve que c'est pas assez mis en avant. Tout ce truc de donne-nous des idées, donne-moi ton avis. Enfin, on est trop souvent relégué au dernier plan. Parce que voilà, on est jeune, on n'a pas d'expérience, et ainsi de suite. Sauf que l'expérience, pour en avoir, il faut nous laisser la chance d'en faire en fait. Et c'est ça aussi qui est compliqué dans cette nouvelle génération, c'est que on veut pas des jeunes, mais à la fois on veut des gens qui sont ultra qualifiés. Mais du coup, on fait comment? Parce que les gens ultra qualifiés, c'est des gens qui ont été jeunes et qui ont pu faire leur expérience. Mais si moi, je peux pas faire mon expérience au sein de mon domaine, je fais comment? Je reste bloquée et du coup, c'est un cercle vicieux parce que l'entreprise ne trouve personne et moi, je trouve pas de taf. Donc, on fait comment? Pour du coup vraiment conclure, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. C'est bête, mais c'est vrai. Et la question qu'on peut, je pense, se poser, c'est est-ce qu'on est en train de détruire ou casser le monde du travail ou justement, est-ce qu'on n'est pas en train de le réparer? Je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, dites-moi si vous avez bien aimé cet épisode, si vous avez vécu des expériences similaires. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Insta, TikTok. Je suis aussi sur YouTube, donc là, bah voilà. Et je suis aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà. Plus.